Vous regardez New Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour l'inviter. C'est une disparition qui suscite beaucoup d'interrogations au sein de la société tchadienne. L'opposant principal au pouvoir de Mama Déby, Yaya Dillo, a été tué lors de la descente de l'armée au siège de son parti mercredi dernier à N'Djamena. Pour rappel, cette descente de l'armée tchadienne fait suite à l'attaque du bâtiment de l'Agence nationale de sécurité dont il était le commanditaire selon les autorités tchadiennes. Innocent Pato, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Merci Charlotte, bonsoir. C'est le plaisir pour moi d'être sur le plateau de Niveau TV. Et nous allons aujourd'hui parler donc du Tchad. D'abord, qui était Yaya Dillo, l'opposant tué à N'Djamena? Oui, Yaya Dillo, c'est un Tchadien, un homme politique tchadien. Et disons que après le ralliement de Succès Masra, pour ne pas dire la trahison de Succès Masra, c'est l'homme politique en vue de l'opposition. C'est celui-là capable de secouer le cocotier, comme on peut le dire en jargon clair. Et donc c'est un jeune homme de la cinquantaine et qui a connu un parcours politique. Au temps de Idriss Itno Père, il avait mené du fil à retordre à son oncle. Il est de la famille. Il avait mené du fil à retordre à son oncle. Et après négociation, tractation familiale et autres, il a rejoint le clan politique, la famille politique, et il a servi le père en tant que ministre des Mines et de l'Énergie, en tant que conseiller, en tant que secrétaire général à la présidence et en tant que représentant du Tchad à la CEMAC, la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Alors, vous parliez tantôt de trahison, de ralliement en citant Succès Masra, donc l'opposant farouche au pouvoir, au régime, et qui est donc devenu aujourd'hui Premier ministre sous Déby fils. Pour revenir à Yaya Dillo, il avait été accusé par l'exécutif tchadien d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi, donc la veille de sa disparition, une attaque contre les locaux des services de renseignement. Mais est-ce qu'une enquête officielle avait été ouverte après cet incident? Oui, Charlotte, permettez que, en fait, c'est par ceci que je devais commencer. Et si c'était un film, je l'intitulerais ainsi, au nom du Père, du Fils et de la France, pour ne pas dire de la Macronie. Une enquête menée, il n'y a aucune enquête, concrètement. Et donc, nous sommes dans une situation où on tente de se rejeter la balle. On est en une situation d'une partie de ping-pong. Chacun jette la balle d'un camp à l'autre, ainsi de réciproquement. Mais on peut analyser les faits et voir réellement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et dans un premier temps, il y a eu le secrétaire financier du parti socialiste, des partis socialistes sans frontières, le PSF. Et suite à cette arrestation, il y a le président du parti qui est Yaya Dillo, qui a mené l'alerte pour dire que voilà, on a arrêté notre militant tel et qu'il aurait été assassiné. Et donc, suite à cet appel, il y a eu la population qui, de façon spontanée, s'est rendue au siège du service de renseignement où il semblerait qu'il a été amené. Et donc, face à cette réaction devant ce service qui est délicat, il y a eu automatiquement des attaques sur le siège du Parti socialiste sans frontières, Parti socialiste sans frontières, le PSF, où probablement que le renseignement aurait indiqué que le président du parti s'y trouve. Et donc, dans la foulée, on est parti pour le chercher. Avec quoi? Avec des armes de guerre. Il y a eu des véhicules blindés qui ont circulé dans la capitale. Et en une fraction de seconde, rapidement, on est arrivé à la triste nouvelle comme quoi le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, a été assassiné, est mort. Donc les faits se sont donc produits en moins de 24 heures, le mardi et le mercredi. En clair, les faits qui lui sont reprochés n'ont pas eu le temps d'être élucidés. Non, je ne pense pas qu'on a pu mener la moindre enquête parce que si on est dans le chemin des soupçons. Dans un premier temps, on a parlé des tentatives d'assassinat du président de la Cour constitutionnelle.
mal sans aucune enquête réelle pour situer clairement les responsabilités. Mais à entendre Yaya Dillo, qui avait encore la possibilité de s'exprimer, lui, il disait que c'était une machination pour pouvoir essayer d'invalider sa candidature. Mais il n'avait pas pensé au pire qui devait advenir. Et lui-même, il laissait entendre que rien ne pouvait l'arrêter dans sa dynamique d'aller à ces élections. Et la seule façon de l'arrêter, c'était de le tuer, comme s'il avait une vision prémonitoire. Mais et voilà, on l'a tué. L'opposant avait-il officiellement annoncé son intention de participer? Il était dans le chemin, il a dit qu'il sera candidat. Malheureusement, il déplorait l'organisation de ces élections, qu'il pensait qu'elles seront des élections frauduleuses, mais rien ne l'empêchait d'aller à ces élections. Et donc, vous voyez qu'un tel monsieur, s'il arrivait à ces élections, est-ce qu'il n'y a pas péril en la demeure, en ce sens que Yaya Dillo fait partie de la famille. Il est cousin du président Mahamat Déby, vous voyez. Et il est de la même ethnie. Et à la différence que même au point de vue ethnique, il est plus représentatif. Parce que la maman de Mahamat Déby est d'une autre ethnie, et donc ça pouvait jouer. Mais il y a eu aussi des ralliements. Il y a eu des ralliements en la faveur de Yaya Dillo. Et dont la principale, et celle qui a, je peux dire, qui a fait déborder le vase, c'est le ralliement du général Saleh Itno, qui est le petit frère du président Idriss Déby. Et justement, automatiquement, au Tchad, l'oncle de... On parle de clan Déby Itno, mais une rivalité existante depuis de longue date a toujours divisé les deux hommes. Oui, et disons que, c'est pour ça que je disais, au nom du père, du fils et de la France, parce que déjà au temps du père, Idriss Itno Déby et Yaya Dillo, lui-même l'a vu dur, il dénonçait sa pratique et il pensait qu'il n'était pas l'homme indiqué pour diriger le Tchad. Et donc, dans la foulée, le papa même a tenté de lui barrer le chemin. Et il n'a pas réussi, même avec son retour, quand il est revenu, il continuait dans cette dynamique et il devenait gênant. C'est ça qui a fait que déjà en 2021, et plus précisément le 28 février 2021, une tentative pareille avait déjà eu lieu. Et à l'endroit de Yaya Dillo, mais celle-là, c'était à son domicile. Et celui qui avait dirigé les opérations se trouve être celui-là qui dirige le Tchad aujourd'hui. Et donc, ayant raté la première tentative, avec bilan, la maman de Yaya Dillo et un de ses fils, il est revenu à la charge, cette fois-ci, avec ses lieutenants qui sont allés faire proprement le boulot. Malheureusement. Le fin février, en effet, le gouvernement de la transition au Tchad a annoncé la tenue du scrutin présidentiel pour le 6 mai 2024. 2 jours après, le 29 février, la nouvelle de la mort de Yaya Dillo, leader de l'opposition, a été annoncée. Quelle analyse politique faites-vous de cette situation? L'analyse, elle est toute simple. Parce que... l'élément qui gênait Mahamat Déby, c'était Succès Masra. Et Succès Masra était à la tête d'une manifestation qui a fait au moins 50 morts au Tchad. Sans aucun procès, sans avoir situé clairement les responsabilités, par une alchimie, on a réussi à faire table rase de tout ça. Et à arriver à certaines négociations. Il y a eu une loi d'amnistie. Il y a eu une loi d'amnistie. Puis le retour de Succès Masra de l'exil. Piloté par la RDC. Et automatiquement, dans la foulée, Succès Masra accepte jouer le rôle de Premier ministre et de finaliser la transition, ou peut-être pour préparer l'élection. Au nom d'une réconciliation nationale. Oui, mais réconciliation nationale. Quand on fait une réconciliation... Selon les autorités. Selon les autorités, ça veut dire que... Et on a fait table rase de tout. Vous voyez, nous sommes dans un processus démocratique. Madame, dites-moi, vous dites que vous avez fait une loi d'amnistie et dans la foulée, quelques jours, on sort les chars en pleine capitale. Est-ce que cette situation, elle est sérieuse? Est-ce que Succès Masra, qu'on a vanté ici sur les plateaux d'un homme politique incarnant l'opposition, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il est heureux dans ce qui se joue aujourd'hui? Mais si c'est ça, être homme politique de l'opposition, prôner les valeurs, mais pourquoi dénoncer un dictateur? Parce que je me dis, Succès Masra avait des ambitions pour son pays. Il avait des objectifs pour le peuple tchadien, pas pour lui. Mais aujourd'hui, revenu à la mangeoire, et voilà, c'est la boue.
Yaya Dillo, ancien chef rebelle armé, il a longtemps combattu le régime tchadien. En 2005, il a créé le socle pour le changement, l'unité de la démocratie, SCUD, un mouvement qui a tenté par 2 fois de renverser le président Déby, le feu président Déby. Après sa disparition aujourd'hui, quand l'opinion pose la question qui a pu tuer Yaya Dillo et pourquoi, c'est une question que vous trouvez assez légitime? Oui, elle est tout à fait légitime et ça rejoint, parce que vous ne m'avez pas laissé développer. Vous pouvez toujours y revenir donc, dessus, parce que justement, l'idée est d'expliquer les choses. Après le ralliement de Cissesse Masra, l'élément en vue dans l'opposition tchadienne, par rapport à son aura, par rapport à son parcours, c'est bien Yaya Dillo Djerou. Vous voyez? Et donc, qui peut avoir intérêt à ce que Yaya Dillo Djerou quitte la terre? Parce qu'aujourd'hui, c'est le boulevard, pour ne pas dire c'est le maïs. Reprenons peut-être les propos de Gbagbo. Donc, Yaya Dillo mort, je ne pense pas qu'il puisse avoir un homme courageux pour prendre le devant de la lutte. Parce que, à la suite de la mort de Yaya Dillo Djerou, vous avez vu ce qui s'est passé. Son siège a été rasé. C'est un message pour dire, mais attention, gare à celui-là qui va oser. Vous avez vu ce qui est arrivé à Yaya Dillo. Et donc, aujourd'hui, je me dis que les Tchadiens vivent dans la peur, se posant la question de savoir qui oserait lever le petit doigt et qui sera le prochain sur la liste. Parce que c'est un schéma tout à fait huilé et organisé. Vous voyez, quand on parle du retour de Cissesse Masra, la médiation a été faite par la RDC. Et je suis tenté même de croire, est-ce que ce n'est pas une mission à la RDC confiée par ce pays que nous connaissons tous et qui probablement a eu à fermer les yeux sur ce qu'on a connu en RDC comme élection. Vous appelez ça, madame, des élections démocratiques? Je me pose des questions. Et donc, vous voyez que tout se joue dans une sphère de comédie et un schéma, une pièce théâtrale bien organisée. Le papa a décédé dans des circonstances un peu floues. Macron qui arrive, il met le fils au pouvoir pour 1 an. À peine on arrive à la fin de l'année, on fait un jeu, on dit non, c'est le peuple qui le réclame et il peut continuer à la suite d'un dialogue, un simulacre de dialogue. Et aujourd'hui, on trouve que oui, il peut se présenter comme candidat. Mais candidat face à qui? Et ces élections sont censées mettre fin à la transition au Tchad. Naturellement. Mais face à qui? L'opposition. Face à lui-même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas un seul Tchadien avoir le courage de se présenter. C'est le boulevard actuellement. Vous voyez un peu le schéma de la classe politique tchadienne. Il n'y avait que Yaya Dillo. Et donc, du moment où maintenant on a réduit Yaya Dillo au silence éternel, et c'est fini. Yaya Dillo pas comme le seul opposant existant dans le pays, mais peut-être le challenger. Le challenger. Le général Saleh Déby a été arrêté. Il a été radié de la police. Sans passion. Sans passion. Oui, et donc sans pension, ce monsieur a été radié de la police. Mais quelle est sa faute? Le fait de rallier Yaya Dillo. Comme quoi, attention, si tu es de la famille, tu es obligé de respecter, tu es obligé d'être réduit au silence, tu ne peux pas voir ou tu ne dois pas voir dans une autre direction. Et ça, c'est un message à l'endroit des Agawa. L'ethnie dont ils sont tous majoritaires et une ethnie qui a dû beaucoup jouer pour le Tchad, je dirais, et depuis les années 70, les années 80. Donc c'est une population, c'est une ethnie. Elle n'est pas majoritaire, mais elle est constituée d'hommes braves, d'hommes courageux. Et ce sont ces hommes-là qui ont aidé les Goukouni Ouédé, les Hissène Habré à mener la lutte. Mais au finish, elle a fini elle-même à prendre le pouvoir en 1990 avec Idriss Déby. Yaya Dillo a connu l'exil, l'actuel Premier ministre opposant Succès Masra également. Mais comment se porte l'opposition au Tchad? Il faut être très très courageux. Ce n'est pas seulement au Tchad, hein, madame, ce n'est pas seulement au Tchad. En Afrique, pour être opposant, il faut être d'un courage pas possible. Parce que, et c'est quoi? Ceux-là qui nous ont même appris la démocratie
on fait de sorte que nous nous diabolisons. Et automatiquement, en Afrique, et ça s'est même passé au Togo, quand tu as un parent qui est opposant ou qui est de l'opposition, et si toi tu es du parti au pouvoir, difficilement tu peux lui rendre visite. Et donc, en fait, sur le continent, ils nous ont fait comprendre, ou bien on nous fait croire que l'opposant, c'est un adversaire, c'est un ennemi, et il ne faut pas composer avec ce dernier. Comme si l'opposant, dès qu'il devient opposant, il devient un dragon, ou il a plusieurs têtes, et je ne sais pas, mais c'est un peu ça la situation. Et donc, il y a des gens dans leur tête, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas l'afficher. Et donc, publiquement, ils sont là, vous dites c'est blanc, ils disent oui c'est blanc, mais dans leur tête peut-être c'est noir, c'est jaune, ils ne vous le diront pas. Et donc, pour me résumer, c'est dire que c'est pas facile, hein, c'est pas facile d'être opposant dans un pays comme le Tchad, où l'armée est partout présente. Hein. C'est un pays qui a connu la guerre, et donc attention, les quelques militaires qui sont avec le jeune, avec Kaka, ils ne sont pas prêts à céder quoi que ce soit. C'est beaucoup d'avantages, c'est beaucoup de privilèges. Et n'oublions pas que le Tchad est l'un des derniers carrés de la France en Afrique. Et est-ce que la France accepterait-elle à ce que le Tchad, comme tout autre pays, qui est son quartier, qui est un quartier de la France, puisse tomber dans des mains qui ne lui est pas favorables, qui ne sont pas, enfin, des mains des gens qui ne sont pas assez protégés. C'est aussi des questions à se poser et à chercher à voir réellement qu'est-ce qui s'est passé, parce que à un moment donné, par rapport à certaines recherches faites, c'est que, c'est vrai, Macron a mis Kaka sur le pouvoir, mais entre-temps, il ne pouvait pas, ou il ne comprenait plus Kaka, parce que Kaka ne voulait plus jouer certains rôles qu'on lui confiait. Et donc, vous avez dû comprendre quelques déplacements de Kaka dans des pays qui ne sont pas amis à la France, dans des pays où Macron a souhaité même envoyer des troupes au sol. Et donc, vous voyez que ce n'est pas des choses de nature à plaire. Bon, maintenant, est-ce que c'est dans le cheminement de cette hypothèse qu'on est en train de mettre qui est en train de se passer? C'est beaucoup d'interrogations et de réflexions à la fois, mais je crois que toute observation faite, la France n'est pas du tout prête à laisser le Tchad, à laisser les derniers pays qui sont encore sous sa coupole. Quelles peuvent être les conséquences après la disparition de Yaya Dillo de la scène politique tchadienne? Non, mais maintenant il faut qu'on ait du temps, à moins qu'il y ait des réactions très rapides pour qu'on ait de nouveau Yaya Dillo, qui puisse prendre le devant de la lutte. Mais seulement, j'ai comme l'impression qu'il y a une peur qui ne dit pas son nom sur le Tchad. Parce que c'est une ethnie dans laquelle se déroule cette situation. Ou bien, il y aura des affrontements entre certains clans au sein de l'ethnie, ou bien, ils vont comprendre que, attention, si on fait ça, le pouvoir, ça va nous échapper. Et quand ça vous échappe, ça ne revient pas de sitôt. Si le papa a pu faire 30 ans, il va falloir trouver des mécanismes de paix pour essayer de garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Et comment garantir la stabilité pendant cette période électorale au Tchad? Garantir la stabilité ou le calme en période électorale, c'est la terreur actuellement. La terreur a commencé. Et donc, vous devez suivre. Vous voyez le nombre de partis politiques. Vous y voyez un élément après la disparition de Yaya Dillo? Un élément politique qui va sortir? Non, pour une situation de crise pendant la période électorale au Tchad. Non, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des situations de crise. Parce que, vous voyez, il peut y avoir de façon spontanée certains éléments qui surgissent. Mais là, qui sont ces éléments, actuellement, je ne vois pas. Mais la machine est tellement huilée que ça sera très très difficile. Vous voyez à peu près le nombre de partis qui ont soutenu la candidature de Mamad Déby. Ça fait 241 partis. Ça veut dire pratiquement je ne sais pas combien de partis ils ont dans ce pays, mais si on a 240 et quelques qui soutiennent la candidature d'un seul individu, en fait, est-ce que ce n'est pas déjà un plébiscite qui est déjà fait? Bon, mais est-ce que ça vaut même la peine d'organiser ces élections? Il aurait suffi d'une messe un dimanche pour dire qu'aller sur un stade et Mamad Déby est réélu président de la République. Dans un communiqué, l'Union africaine dit
regretté le décès de l'opposant Yaya Dillo. Je cite, dans des événements douloureux du 27 et 28 février au Tchad. Est-ce une disparition qui va marquer ce processus électoral à venir? Non, madame, quand vous appelez l'Union africaine, c'est la sœur aînée de la CEDEAO. Ils ont les mêmes réflexes, ils ont les mêmes attitudes. Vous avez vu ce que ça fait comme tollé avec la mort de l'opposant en Russie? Alexei Navalny. Vous avez, ça fait un tollé. Mais ici, voilà un monsieur où on a même présenté des images, on sent qu'il a été tiré, on lui a tiré à bout portant. Mais voilà ce que l'Union africaine donne comme communiqué. On ne demande pas d'enquête. Oh, non, le ton, il est pratiquement relax, comme si de rien n'était. Donc vous voyez que c'est l'Union africaine qui est derrière, avec l'autre, le président de la RDC, qui n'a rien dit là, à ce sujet, et qui est heureux que dans un pays où il vient de mener une médiation, qu'on tire sur un opposant à bout portant. Donc vous voyez que quelque part, on a comme l'impression que l'Afrique est en train de se chercher, ou bien l'Afrique est en train de jouer à la comédie, ou bien ces responsables que nous avons, il est temps qu'on les chasse tous. En novembre 2023, le Conseil national de transition a voté une loi d'amnistie générale après les affrontements meurtriers entre manifestants et l'opposition. Les forces de l'ordre, le 22 octobre 2022, le pays a-t-il renoué de façon authentique avec le dialogue inclusif à ce jour? Non. Est-ce que le pays a renoué avec le dialogue? Quand on renoue avec le dialogue, il y a un temps d'accalmie. À peine on renoue avec le dialogue, et voilà, on tire sur un opposant, et il n'est pas seul. D'ailleurs, il y a eu plusieurs morts. On ne le dit pas, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu tout le bâtiment qu'on a rasé complètement. Probablement, il y a des gens sous les décombres. Et ça part, on ne les comptabilise pas, ces individus. Et donc, est-ce que ce dialogue, réellement, il a été mené sincèrement, ou bien c'est un accord de dupes pour essayer d'avoir Succès Masra à ses côtés? Autrement dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne reconnais plus Succès Masra. Je ne le reconnais plus. Et si c'est comme ça, être homme politique, et si c'est ça, c'est comme ça, nos leaders de l'opposition, mais de grâce, qui nous laissent à être dans le schéma de parti unique, hein, parce que quelque part, non, on ne les reconnaît plus en situation réelle. Et moi, j'aurais applaudi ou apprécié un Succès Masra exiger que toute la lumière soit faite sur la situation qui vient de se passer, parce que ce qui s'est passé avec Yaya Dillo, c'est avec lui que ça devait se passer. Sa chance, c'est qu'il a vite quitté le pays, et bon, beaucoup de forces et puissances sont rentrées en jeu, et on a vu qu'on peut l'utiliser. Et là, il n'est pas en mission pour lui-même, il est en situation d'un être à exploiter. Et c'est ce qu'il fait à merveille là-bas. Et donc, on fait semblant de faire la paix, le dialogue, la loi d'amnistie et autres là. Mais malheureusement, dans ce décor, dans ce schéma, on peut tuer encore facilement et calmement sans qu'on exige à ce qu'on situe les responsabilités. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Justement, comment réagit le parti de l'opposant après que le premier leader ait été assassiné? Non, juste après, je vous le disais tantôt, on a été à une situation de ping-pong. Le gouvernement a dit que non, en fait, c'est que s'il avait accepté se rendre, le drame ne se serait pas venu, mais se rendre devant qui? Devant des chars, des armes lourdes et blindées? Je ne pense pas. Et donc, le parti, le PSF de Yaya Dillo est clair là-dessus que c'est un assassinat. C'est un assassinat. Et d'ailleurs, les militaires n'ont pas le droit d'intervenir dans une capitale, qui n'était d'ailleurs pas en guerre. Vous voyez? Et donc, les militaires à N'Djamena, ça veut dire qu'ils sont en mission bien précise. Et dans cette capitale, nous avons encore les éléments de la force française. On a des troupes françaises qui sont là, et le renseignement n'a signalé quoi que ce soit. Surprise. Mahamat Idriss Déby Itno est soutenu par le parti de son père, le MPS, ainsi qu'une coalition regroupant 211 partis et de nombreuses organisations de la société civile en vue de la présidentielle de mai prochain. Est-ce suffisant pour remporter ce scrutin? Je reprends Sassou Nguesso qui dit on n'organise pas les élections pour les perdre. Et donc, même s'il n'y avait qu'un seul parti politique, tel que ces partis, et Mahamat Déby est clair qu'il aura son fauteuil présidentiel de la plus belle manière,
Et cette fois-ci, c'est parti pour combien d'années, je ne sais pas. Voilà. Et donc, que cela soit suffisant ou pas, actuellement, c'est clair, il n'y a personne en face de Idriss et Mahamat Déby, Kaka, et que c'est le boulevard devant. Donc, à coup sûr, ceux-là qui font, c'est je dirais pas des plaisantins, mais c'est des gens à la recherche. Non, mais justement, l'opposition, la classe, l'opposition, peut-tu toujours tenter, peut-elle toujours tenter sa chance? Sa chance, à quel moment? Nous sommes à deux mois de la présidence, hein. Retrouver quelqu'un qui puisse jouer le rôle de leader charismatique, et à 2 mois, ça paraît difficile à mon humble avis. C'est pas donné, hein. C'est toute une gymnastique, c'est du travail à faire. Et si on n'avait pas cet élément, on misait que sur Yaya Dillo, vous voyez que la machine est déstabilisée. Le leader, c'est pour ça on a frappé le leader. On aurait pu assassiner quelqu'un d'autre pour dire, bon, écoutez, faites attention, même toi, Yaya Dillo, si tu persistes, tu auras ça, tu auras ce danger devant toi. Mais ils n'ont pas allé du dos de la cuillère, ils l'ont frappé directement pour dire, vous autres, vous avez vu ce qui est arrivé à Yaya Dillo. Si vous voulez, allez, venez, on va voir. Et donc, c'est comme ça que vous verrez qu'il n'y aura personne. Même s'il y a des gens, c'est des gens en mission commandée, on peut même inventer des opposants qui vont participer à ces élections contre probablement un peu de sous ou bien des promesses de poste, et ils vont jouer aux plaisantins. On va faire le théâtre électoral au Tchad, et un président démocratiquement sera élu. Vos analyses en tant qu'analyste politique après le Tchad, le Sénégal également, où le président Macky Sall tente de faire voter une loi d'amnistie pouvant donc permettre de résoudre la crise ou sinon de trouver une réponse aux troubles ayant touché ce pays depuis 2021. Mais cette loi est très controversée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça, c'est une chance, sinon c'est une bonne chose, pour permettre aux gens de comprendre que la démocratie sénégalaise, elle n'était là que de façade. Au point de vue institution et autres, c'est vrai. Mais dans la pratique, dans la réalité, c'est autre chose. Qu'un président comme Macky Sall, qui a tout promis, qui a critiqué, et qui a même proposé des troupes. Les troupes sont encore là, prêtes au Sénégal, pour aller intervenir au Niger, pour remettre Bazoum en selle, et le voilà, qui n'est pas prêt à organiser les élections, qui reporte les élections le jour même de l'ouverture de la campagne présidentielle. Donc vous voyez que, franchement, des fois, je ne sais pas, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que, dès qu'on arrive dans le fauteuil présidentiel, est-ce que ce qu'on voit là-bas, ça ne ressemble pas à l'eau du fleuve de l'oubli, qui permet d'oublier tout ce que nous étions, d'oublier toutes ces valeurs que nous incarnions pour que nous prenions de nouveaux habits, et des habits puants, hein, qui font de nous des monstres. Aujourd'hui, vous vous appelez Macky Sall, je ne vois pas le Sénégalais qui voudrait faire des selfies avec lui, peut-être les éléments de sa famille et autres, de son petit groupe. Mais j'avoue que il a terni l'image de son pays au point de vue valeur. Et ça remet en cause cette question de démocratie. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas penser à avoir quelle forme de gouvernance lui est propre? Parce que je me pose énormément de questions. Vous voyez, et c'est délicat, parce que quand vous voyez certains pays nous imposer certaines valeurs, et la moindre valeur que nous avons, peut-être la polygamie ici, elle est interdite en France. La polygamie est interdite en France. Pourtant, c'est une valeur sociale. Mais eux, ils nous imposent des valeurs anomiques. Donc, il y a lieu qu'on fasse une introspection et que les intelligences africaines se réunissent pour réfléchir sur des mécanismes appropriés pour le continent africain. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on te dit on n'organise pas les élections pour les perdre, c'est profond. Ça a l'air d'amuser des jeux, mais c'est normal. Combien d'Africains, combien de Sénégalais, combien de Tchadiens, combien même de Togolais lisent un programme politique avant d'aller dans l'isoloir? C'est par snobisme, par enthousiasme, par affinité ethnique que tout se joue. Et ça, j'avoue que quand ça se passe de la sorte, on fait tout pour verrouiller le mécanisme, et l'Afrique a lieu de se chercher continuellement et perpétuellement.
Et maintenant, c'est ça qui fait aussi certaines situations. Quand on vous parle des jeunes qui sont prêts à aller se faire sauter, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne se retrouvent plus dans ce qui se passe. Ils ont perdu tout espoir. Et maintenant, il faut prendre les armes. Les armes contre qui? Contre nos propres Africains, les mêmes jeunes Africains qu'on tue. On tue. On ne cherche pas autre mécanisme de discuter et de voir comment résoudre le problème. Et donc, à un moment donné, il est temps que, dans tous les pays, que les gens se réfléchissent sérieusement. Et qu'ils n'aillent pas de façon aveugle et de voir est-ce que ce système, est-ce que cette façon de faire, elle est propre à notre continent, elle est propre à nos valeurs. Pour terminer, retour au Tchad, la disparition de Yaya Dillo, une grosse perte pour l'opposition tchadienne. Ah oui, non, en fait, pas seulement pour l'opposition tchadienne. Vous savez, moi, je suis d'un principe qui veut que la vie humaine soit sacrée. Et quel que soit l'individu, qu'il soit politique, qu'il soit un vulgaire et autres, vous avez vu avec Macky Sall, vous voyez déjà le nombre de Sénégalais qui sont morts. C'est des trophées pour lui, je ne sais pas, mais moi je suis outré par rapport à ce qui se passe. Et donc, Yaya Dillo est décédé, c'est un Tchadien, comme tous les autres Tchadiens, et ça fait une grosse perte pour l'Afrique, et faisons tout pour éviter de ces morts inutiles. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un Tchadien, qu'on tue, c'est un frère qu'on tue, c'est un cousin de surcroît, et nos valeurs africaines ne nous permettent pas certaines choses. Ah non. Merci beaucoup, Innocent Pato, d'avoir accepté notre invitation sur la question du Tchad. Un dernier mot peut-être sur le sujet évoqué. Non, dernier mot, c'est déplorer que sur le continent africain, de pareilles choses se passent. Ouais, et parfois aussi il y a le comportement de nos leaders de l'opposition, de nos leaders politiques qui aussi laissent à désirer. Mais quand on s'engage dans une dynamique, il faut être homme, il faut avoir la tête sur les épaules. C'est vrai, je déplore la mort de Yaya Dillo, mais je salue sa mort parce qu'il est mort dignement. Il n'a jamais quitté le pays, il est resté, il a affronté les réalités, ce que Amat Déby, je ne pense pas pourra faire. Parce que s'il y a crépitement aujourd'hui, attention, peut-être qu'il y a la France ou l'armée française qui est là pour le protéger davantage, mais Yaya Dillo, lui, n'avait pas cette chance, malheureusement. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour. Merci.